Ce que l'on appelle propriétés des objets, ce sont toutes les caractéristiques que possède un objet. Ce sont ses dimensions, les coordonnées de ses points, ses caractéristiques particulières ainsi que ses caractéristiques visuelles. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à définir les caractéristiques visuelles des objets, c'est-à-dire leur type de trait, leur épaisseur de trait, leur couleur, ainsi que leur calque et quelques autres. L'ensemble de ces caractéristiques peut être consulté ou modifié via la palette des propriétés. Les calques aussi permettent de définir des propriétés visuelles. Il en résulte que si vous affectez plusieurs objets à un calque, tous ces objets ont les mêmes propriétés visuelles. De plus, si vous modifiez certaines de ces propriétés visuelles, tous les objets qui lui sont affectés sont modifiés. Mais si vous affectez un objet à un calque et qu'après vous modifiez certaines de ses propriétés sans passer par les calques, et qu'ensuite vous modifiez la propriété du calque, ces propriétés ne dépendent plus du calque. Ce qui peut être intéressant dans quelques rares cas, mais catastrophique dans la plupart des autres, puisque ces propriétés mises hors calque ne sont pas modifiées quand vous modifiez les propriétés des calques. C'est pour cette raison que vous allez découvrir dans un premier temps les propriétés directes des éléments, type de trait, épaisseur de trait, couleur de trait, puis dans un deuxième temps, vous découvrirez les calques et toute leur puissance de gestion dans un dessin. Vous terminerez la découverte des propriétés par la palette des propriétés qui est souvent indispensable pour effectuer des vérifications ou des modifications et toujours pratique. Lorsque vous dessinez une ligne, la première chose que vous allez choisir, c'est le type de ligne. Pourquoi ? Parce que le type de ligne, c'est la symbolique de ce que vous dessinez. Cela va indiquer au lecteur à quoi correspond la ligne que vous dessinez. À quoi sert-elle dans votre dessin ? Pour pouvoir changer le type de ligne, il faut d'abord qu'il soit disponible dans le dessin. Dans AutoCAD, par défaut, il y a très peu de types de lignes disponibles directement dans le dessin. Pour trouver les types de lignes, vous allez dans l'onglet Début, dans la rubrique Propriétés, puis vous allez trouver 3 listes de choix. Couleur de trait, épaisseur de trait, type de trait ou type de ligne. Vous dépliez type de ligne et vous allez constater qu'il y aura quelques types de lignes, mais pas beaucoup. Si vous cliquez sur Autre, vous allez pouvoir accéder au gestionnaire de type de ligne. Vous verrez d'abord les types de lignes disponibles dans le dessin, du calque, du bloc, axe, bordure et continu. Par défaut, dans un nouveau dessin, vous ne trouverez que du calque, du bloc et continu. Ensuite, en fonction de vos besoins, vous allez charger d'autres types de lignes. Dans Charger, vous tombez sur un fichier de description de ligne qui s'appelle ACAD-ISO.line, qui est le fichier fourni par défaut par Autodesk. Il est possible d'en trouver d'autres. Il vous suffira dans ce cas-là de cliquer sur Fichier et d'indiquer où se trouve cet autre fichier de description de ligne. Mais on va trouver dans le fichier présent la majorité des types de lignes dont on peut avoir besoin. Notamment, vous allez trouver des traits d'axe, de bordure, cache, divisé, fantôme, eau chaude, gaz, isolation. Attention à l'isolation, c'est un type de ligne, mais normalement ce devrait être une hachure. Et d'autres types de lignes plus ou moins fantaisistes. Si par exemple, je veux utiliser le trait d'axe, et vous voyez qu'il y en a 3. Axe, axe 2 et axe x2. En fait, ce sont 3 fois le même type de ligne, mais avec une échelle de type de traits différente. Pour axe, l'espacement entre les tirets vaut environ 6 unités de votre dessin.
pour axe 2, c'est la moitié, environ 3 unités de dessin. Et axe x2, c'est le double. Ce qui veut dire que, au départ, on peut choisir n'importe lequel, mais quand vous allez choisir d'autres types de traits, il faut prendre toujours ceux qui ont la même échelle que celui que vous avez choisi. Si je prends axe, je prendrai bordure, je prendrai cache, je prendrai divise, je prendrai fantôme tout court. Mais je ne ferai pas un mélange entre cache 2, fantôme tout court et divise x2. Sinon, je ne pourrai jamais avoir un affichage cohérent. Si je veux charger plusieurs types de lignes, j'en sélectionne un, j'appuie sur CTRL, et ensuite je vais sélectionner les autres qui m'intéressent. Et une fois que j'ai fini, je relâche CTRL, j'appuie sur OK. Si jamais j'ai sélectionné 2 fois le même type de trait, il me demande si je veux recharger le type de ligne, ou tous les types de lignes sélectionnés s'il y en avait plusieurs, ou les ignorer. Nous allons recharger tous les types de lignes sélectionnés au cas où. Et maintenant, vous pouvez constater que l'on a un certain choix de type de ligne. Évidemment, vous pourrez supprimer un type de ligne à condition qu'il ne soit pas déjà utilisé dans le dessin. Si par exemple je ne veux plus bordure, et s'il n'est pas utilisé dans le dessin, je pourrais le supprimer. Attention, juste du dessin. J'ai aussi la possibilité d'afficher des détails. Dans Afficher détails, je vais trouver ici un certain nombre de choses. L'échelle de type de ligne générale, qui vous permettra, une fois votre dessin terminé, de régler l'échelle des types de traits pour tout le dessin, une fois pour toutes. C'est comme ça que l'on obtient le meilleur résultat, en pensant bien que ce réglage se fait dans une présentation et surtout pas dans l'espace objet. Il est possible de sélectionner un type de trait et de lui appliquer une échelle, mais cela veut dire que cette échelle vient en complément du facteur d'échelle global. C'est des fois très compliqué de gérer cet ensemble. Donc en général, l'échelle de l'objet courant, on ne va pas y toucher. Ensuite, utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, quand cette case est cochée, que quand vous ferez une présentation avec plusieurs fenêtres, dans toutes les fenêtres, quelle que soit l'échelle, les types de traits auront exactement la même apparence, les mêmes dimensions, etc. C'est ce qu'on veut. Si vous le décochez, eh bien, en fonction de l'échelle des fenêtres, l'échelle des types de lignes va changer, ce qui n'est pas extraordinaire. Et ensuite, eh bien, si vous tracez une ligne, et si vous voulez lui changer son type de trait, vous allez dans la liste et vous pouvez choisir un type de trait parmi ceux qui sont disponibles dans cette liste. Évidemment, la plupart du temps, c'est à éviter. On laissera au calque le soin de gérer les types de lignes. Mais c'est parfois utile. Après le type de ligne, le plus important, c'est l'épaisseur de ligne, puisque là aussi, en fonction de l'épaisseur que vous allez donner, vos traits vont changer de signification. Pour accéder aux épaisseurs de ligne, il vous suffit d'aller dans Propriétés, dans Épaisseur de ligne, vous dépliez la liste de choix et vous cliquez sur Paramètres d'épaisseur des lignes. Dans le paramètre d'épaisseur des lignes, vous allez trouver un assez grand nombre de choix d'épaisseur de ligne. Ce choix est fixe. Vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles épaisseurs de ligne. Faites attention quand même aux épaisseurs de ligne. Du calque veut dire que il prendra la valeur du calque, du bloc aussi, mais moyennant une résolution un petit peu différente. Par défaut, c'est la valeur par défaut
Et cette valeur par défaut, vous la trouvez ici, c'est-à-dire que vous pouvez la modifier. Attention si vous utilisez la valeur par défaut dans AutoCAD. Cette valeur par défaut n'est pas propre à votre fichier, mais à la version d'AutoCAD sur la machine. Cela veut dire que si vous mettez comme valeur par défaut pour les épaisseurs sur votre machine à par exemple 0,25 et que vous envoyez votre fichier à quelqu'un qui a défini cette valeur par défaut à 0,5, eh bien tous vos traits qui seront en épaisseur par défaut sur sa machine seront affichés en 0,5 mm. Cela peut vous poser quelques problèmes. Évitez d'utiliser donc la valeur par défaut. En dessous, vous allez trouver la liste des épaisseurs de ligne en millimètres. Ces épaisseurs, ce sont les épaisseurs réelles à l'impression. Elles ne subissent aucune échelle. Attention quand même au choix des épaisseurs que vous allez faire. Rappelez-vous que l'œil humain, en parfait état, a un discernement de 20 microns. Cela veut dire que tout ce qui est trait inférieur à 20 microns ne sont pas perceptibles par un œil humain en bon état. AutoCAD vous propose un trait qui fera une épaisseur de 50 microns. Autant vous dire que un certain nombre de personnes le verront, ils verront un trait extrêmement fin, mais d'autres personnes avec une vue peut-être un peu moins bonne ne le distingueront pas. De plus, ce genre de trait ne passe pas du tout à la photocopie. Évitez d'utiliser ces traits trop fins. Je vous conseille de toujours commencer en 0,09. C'est un trait très fin. Cela correspond à l'épaisseur d'un cheveu. Et après, vous allez trouver les épaisseurs standards en millimètres jusqu'à des épaisseurs assez importantes du 2,11 mm, ce qui fait un trait relativement épais. Vous choisissez après l'unité de liste en millimètres ou en pouces. On peut demander à afficher l'épaisseur des lignes, soit en cochant cette case ici, soit en ayant activé le bouton qui se situe à cet emplacement, épaisseur de ligne. On peut ajuster l'échelle d'affichage, puisque quand on demande à AutoCAD d'afficher les épaisseurs de ligne, il fait une simulation en nombre de pixels d'affichage. Cela veut dire que les épaisseurs de ligne qu'il affiche sont extrêmement approximatives. C'est juste une vérification. La seule épaisseur de ligne qui sera bonne, c'est une fois que vous aurez imprimé vos documents. Mais on peut quand même essayer certaines choses. Par exemple, je fais plusieurs copies de cette ligne. Je viens ici sélectionner la première, choisir l'épaisseur par exemple 0,9. La deuxième, choisir l'épaisseur 0,30. Et la troisième, je vais choisir l'épaisseur par exemple 0,70. Par défaut, dans AutoCAD, vous ne verrez aucune différence, il n'affiche pas les épaisseurs de traits. Tout simplement parce que cela vous empêcherait de travailler. Pour les afficher, il vous suffit de cliquer sur le bouton Afficher masquer les épaisseurs de ligne. Cela vous donnera une idée des épaisseurs, en sachant que les traits relativement fins seront affichés avec un seul pixel, les traits un peu plus gros, 2 pixels, les traits encore plus gros, 3 pixels, mais cela ne donne pas des épaisseurs réelles d'affichage. Vous allez aussi pouvoir, dans AutoCAD, appliquer une couleur aux lignes. Il n'y a pas de convention pour les couleurs, si ce n'est en menuiserie. Donc vous pourrez prendre les couleurs que vous voulez. Mais attention, dans AutoCAD, on peut bénéficier d'un système qui permet d'avoir un affichage en couleur à l'écran et une impression en noir et blanc ou en ton de gris. Mais à certaines conditions. Pour cela, vous allez dans la liste des couleurs et vous choisissez plus de couleurs. Vous allez d'abord constater que dans cette boîte de dialogue, il y a 3 onglets.
couleur de l'index, couleur vraie et carnet de couleurs. Si vous voulez travailler en couleur à l'écran, ce qui va vous faciliter la vie, et imprimer en noir, vous êtes obligé d'utiliser les couleurs de l'index. Si vous utilisez couleur vraie, elles seront forcément imprimées telles quelles. Il en est de même pour le carnet de couleurs. Mais honnêtement, en dessin technique, avoir un choix de couleurs de 16,7 millions n'a aucun intérêt. De même, avoir accès aux couleurs Pantone, qui sont des couleurs pour l'impression, ou aux couleurs RAL, n'a pas non plus un énorme intérêt, sachant que AutoCAD ne gère pas les couleurs comme un logiciel de PAO. Il ne fait pas de séparation de couleurs, et donc son affichage est très approximatif. Il est impensable de choisir une couleur de peinture sur votre écran. Elle serait fausse, quelle que soit la qualité de votre écran. Donc, couleur vraie et carnet de couleurs ne sont pas d'un grand intérêt. Revenons aux couleurs de l'index, qui devrait être traduit en index de couleurs. Chacune de ces couleurs est numérotée de 0 à 255. Ces couleurs vont s'afficher à l'écran, telles quelles. Par exemple, si je veux du rouge, je prends le rouge, la couleur 10, ou alors celui-là, qui est un peu différent, c'est le rouge standard, la couleur 1, et je peux appuyer sur OK. Évidemment, comme je n'avais rien sélectionné auparavant, il n'a pas mis de rouge quelque part, il a juste indiqué que le prochain trait serait en rouge, tout simplement parce que c'est la valeur par défaut. Si je veux changer la couleur d'une ligne ou d'un objet quelconque, je la sélectionne avant. Puis je viens lui indiquer la couleur qui m'intéresse. Donc j'ai les couleurs de l'index de base. Si je veux tout l'index, je viens ici et je choisis par exemple cette couleur-là, la 62. Le fait d'avoir des numéros de couleurs, cela vous permet aussi de créer une charte graphique qui va expliquer que tel type d'objet doit être représenté avec telle couleur, tel numéro de couleur, plutôt que de dire un rouge foncé ou un vert clair ou un bleu pastel, qui ne sont pas très précis. Là, on a un numéro de couleur, c'est ce numéro de couleur et pas un autre. Mais, même si on peut appliquer une couleur directement à un objet, je vous conseille de ne pas le faire. Il est déjà assez peu conseillé de modifier directement le type de trait et l'épaisseur du trait, mais pour la couleur, c'est carrément une interdiction. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre dessin va être utilisé par d'autres personnes. Ces autres personnes vont aussi rajouter, par-dessus votre dessin, d'autres choses. Et très souvent, ces personnes vont avoir besoin de neutraliser votre dessin, c'est-à-dire de le rendre gris, pour que l'on voit mieux ce que eux ont ajouté. Si vous forcez les couleurs, eh bien, rendre votre dessin gris devient beaucoup plus compliqué. Découvrons maintenant la palette des propriétés qui va vous permettre de vérifier l'intégralité des paramètres d'un objet, voire de les modifier. La palette des propriétés se trouve dans l'onglet Vue et vous allez trouver Propriétés dans Palette. Vous pouvez aussi taper Prop, qui est le raccourci clavier, pour afficher la palette des propriétés. Par défaut, quand rien n'est sélectionné, la palette des propriétés vous affiche les valeurs par défaut. Si vous trouvez que le texte est trop petit ou tronqué, il vous suffit d'agrandir cette palette, dans un sens comme dans l'autre. La palette va d'abord vous indiquer ce que vous avez sélectionné, si vous avez sélectionné quelque chose. Quand aucune sélection est affichée, cela veut dire que vous n'avez rien sélectionné, donc ce sont les valeurs par défaut. Vous allez avoir après des onglets comme Général, Visualisation 3D, Style de tracé, Vue, Divers,
Et en fonction de la nature de l'objet sélectionné, vous pouvez avoir d'autres rubriques. Si par exemple je sélectionne ce trait d'axe, je vais trouver ici ligne. J'ai moins de rubriques, puisque la ligne a moins de rubriques. Dans Général, j'aurai la couleur de trait, le calque, le type de ligne, etc., etc. J'aurai aussi dans Géométrie les positions en X, Y, Z des points de départ et d'arrivée de cette ligne. Et il m'indiquera après la longueur, l'angle par rapport au plan, etc. Mais vous pouvez constater que certaines valeurs sont en blanc, elles sont modifiables. D'autres valeurs sont en gris, elles sont calculées, vous ne pouvez pas les modifier directement. Par exemple, si je prends ce cercle, je vais bien ici trouver dans le cercle la partie géométrie et je vais pouvoir ici indiquer un nouveau rayon si nécessaire. Par exemple, je veux un rayon de 35, je tape 35 et il change automatiquement le rayon. Et j'aurais pu faire pareil avec le diamètre. Je peux aussi faire pareil avec la circonférence, c'est-à-dire lui dire je veux une circonférence de 220 et il va recalculer le cercle par rapport à cette circonférence. Je pourrais même faire pareil avec la surface. D'ailleurs, si jamais vous dessinez un rectangle avec la fonction rectangle et que vous sélectionnez ce rectangle, vous aurez dans Géométrie aire et longueur. Et si jamais vous avez dessiné des formes géométriques plus quelconques, comme ceci par exemple, et que vous avez utilisé P-Edit ou joindre pour les transformer en polylignes, et bien là encore, vous aurez la possibilité de voir la surface, la longueur ici ce sera le périmètre, et toutes les autres informations de cette polyligne. Et même si vous la modifiez, elle sera modifiée au fur et à mesure dans cette palette. C'est donc vraiment un outil de vérification et de modification extrêmement pratique. Nous allons maintenant découvrir les propriétés de traits des calques. Pour cela, je vais aller dans la palette des propriétés de calque. Je peux cliquer sur le bouton propriétés des calques ou taper le raccourci clavier PL. Quand la palette apparaît, je peux constater que par défaut, il y a un seul calque. C'est le calque par défaut, il s'appelle 0. C'est normalement un calque qu'on ne doit pas utiliser, sauf dans certains cas très rares. Il va donc nous falloir créer de nouveaux calques. Pour créer un nouveau calque, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur le bouton Nouveau calque et vous cliquez dessus. Vous lui donnez un nom, et là c'est très important, vous devez donner à chaque calque un nom extrêmement précis. Ne laissez pas les noms par défaut, car dans un dessin, il est fréquent d'avoir plusieurs dizaines de calques. Si vous ne donnez pas des noms précis, vous serez perdu. Par exemple, je vais l'appeler vert. J'ai donné un nom à ce calque. Les noms des calques peuvent être longs. Vous pouvez aussi y ajouter des espaces, donc soyez précis. Une fois que vous avez créé un nouveau calque, vous allez pouvoir choisir sa couleur. Par défaut, tous les calques ont la couleur blanc. Alors c'est bizarre parce que si vous êtes sur fond blanc dans l'espace objet, les traits apparaissent en noir. En fait, c'est une couleur automatique. Sur fond noir, la couleur apparaît en blanc. Sur fond blanc, la couleur apparaît en noir. Et vous pouvez accéder à l'index des couleurs. Comme j'ai appelé mon calque vert, je vais choisir dans couleur de l'index un vert. Par exemple, le vert 72. Dans type de ligne, je vais pouvoir aller choisir un type de ligne. Vous pouvez constater que ces boîtes de dialogue, on les a déjà un peu vues. Pour le choix du type de ligne, cette boîte est un peu simplifiée, mais vous retrouvez la possibilité de charger de nouveaux types de lignes. Par exemple, ici un trait d'axe. Et une fois qu'il est chargé dans le dessin, je le sélectionne
et je peux l'appliquer au type de ligne. Et je fais pareil pour l'épaisseur. J'ai donc défini ici, pour ce calque, une couleur, un type de trait et une épaisseur. Pour l'instant, je n'ai fait que créer ce calque. À côté du bouton Nouveau calque, vous avez un autre bouton Nouvelle fenêtre de calque gelé dans toutes les fenêtres. Surtout, faites attention à ne pas cliquer sur ce bouton. Vous auriez de très mauvaises surprises ensuite. Vous allez trouver après le bouton Supprimer calque. Attention, vous ne pouvez supprimer un calque que si c'est un calque que vous avez créé et si ce calque est un calque qui n'a pas encore été utilisé ou qui n'est pas le calque courant, ou que ce calque n'est pas gelé. Il y a donc un certain nombre de contraintes. Le dernier bouton permet de rendre le calque courant ou actif, c'est-à-dire que cela devient le calque sur lequel vous pouvez dessiner. Cela correspond à la petite coche verte que vous voyez apparaître dans la colonne État. Si je veux créer un autre calque, pas de problème, mais regardez bien. C'est le calque vert qui est sélectionné. Si je clique sur Nouveau calque, il va me faire une copie du calque vert. Je vais l'appeler rouge. Puis je choisis la couleur rouge. Et un autre type de trait, je vais garder continu. Et je peux ensuite faire un troisième calque bleu. Je prends un bleu, type de trait continu aussi, et avec une épaisseur différente. Voilà, j'ai créé 3 calques. Je referme la palette, et maintenant je vais dessiner un trait. Peu importe la taille du trait. Qu'est-ce que je constate? Ce trait, en fait, il est noir. Ce trait, il a été dessiné sur le calque courant, et comme je ne l'ai pas changé, c'est le calque 0. Si je veux changer de calque courant, dans la palette des propriétés de calque, je sélectionne le calque, je clique sur cette petite coche, et le tour est joué. Ce qui fait que maintenant, si je dessine un objet quelconque, il sera bien sur ce calque. Mais avouez que ça fait beaucoup de manipulations pour changer de calque courant. C'est pour cela qu'on peut faire autrement. Vous pouvez très bien aller directement dans la liste des calques, choisir le nouveau calque, par exemple le rouge, et maintenant je vais pouvoir dessiner sur le calque rouge. Si je veux ajouter quelque chose sur le calque vert, rien ne m'empêche d'aller sur vert et de dessiner là encore quelque chose sur le calque vert. Choisir un calque pour dessiner dessus est donc quelque chose de très simple. Maintenant, si vous vous êtes trompé, par exemple, le premier trait, je voulais le mettre sur le calque vert. Or, quand je le sélectionne, il m'indique bien qu'il est sur le calque 0. Pour le changer, rien de plus simple. Une fois qu'il est sélectionné, vous venez sur la liste des calques et vous choisissez le calque sur lequel vous voulez le poser. Le tour est joué. Imaginons que ce calque vert, finalement, je ne veuille pas le type de trait axe. Pas de souci, je vais dans les propriétés de calque et à la place de axe, je vais choisir continu. OK. Vous pouvez maintenant constater que tous les traits qui sont sur le calque vert ont été modifiés. C'est tout l'intérêt de la chose. Découvrons maintenant les commandes de gestion des calques. Je vais retourner dans la palette des propriétés de calque, je tape PL, Entrée, et j'ai la palette des propriétés de calque qui s'affiche. J'ai donc ici 4 calques, 3 sont utilisés, le bleu, le rouge, le vert. Je vais rajouter un trait sur le calque 0. Je le rends courant, et je dessine une ligne dessus. Vous pouvez constater que vous pouvez très bien travailler avec la palette des calques ouvertes, car justement, c'est une palette et non une boîte de dialogue. Il n'y a rien à valider. Il n'y a aucun bouton OK ni bouton annulé. Maintenant, j'aimerais pouvoir masquer un calque. Pour masquer un calque, je peux le faire sans aucun problème. Je veux masquer par exemple le calque bleu. Je vais dans la colonne Actif, je masque le calque bleu, comme ceci. Il n'apparaît plus à l'écran.
Pour le faire réapparaître, je reclique sur le bouton. Ça ne pose aucun problème. Si maintenant j'essaye de le faire sur le calque courant, eh bien, il va évidemment me poser une question. Le calque courant sera désactivé. Que voulez-vous faire? Le désactiver ou laisser le calque courant activé? Je vais choisir désactiver. Ce qui veut dire que mon calque courant, je ne le vois plus. Ce qui n'est pas en soi extrêmement gênant. Ce qui va être gênant, c'est la suite. Si maintenant j'essaye de dessiner sur le calque courant, eh bien, ce qui se passe, c'est que, en fait, je peux le faire. Mais je ne vois pas ce que j'ai fait. Tout simplement parce que le calque courant est désactivé. Si je le réactive, je vais constater que j'ai fait n'importe quoi puisque je ne voyais pas ce que je faisais. C'est pour ça que la fonction actif n'est pas la meilleure solution pour masquer les calques, car vous pouvez faire des bêtises à cause de cette fonction. Juste à côté, il y a une fonction gelée. La fonction gelée, c'est une fonction qui permettra visuellement de faire la même chose, à savoir, si je clique sur la fonction gelée pour le calque bleu, eh bien, il sera invisible à l'écran, évidemment aussi à l'impression. Je peux aussi le réactiver en cliquant dessus. Visuellement, ça fait la même chose que activer, désactiver. Mais en fait, pas du tout. Si j'essaye de geler le calque 0, là, il m'envoie balader. C'est-à-dire que je ne peux pas geler le calque courant. Il me l'interdit. Il y a donc une grosse différence entre ces deux fonctionnalités, actif et gelé. Il y a une autre différence non négligeable. Admettons que mon calque 0 soit mon calque témoin. Je ne le touche pas, il reste visible, etc. Le calque bleu, je vais le désactiver. Le calque rouge, je vais le geler. Et le calque vert, je vais le verrouiller. Jusque-là, pas de problème. Je ne vois plus le calque bleu ni le calque rouge. Je vois bien le calque vert qui n'est que verrouillé et le calque 0 qui n'a subi aucune modification. Maintenant, je vais utiliser une commande générique. Je vais effacer. Pour cela, je vais lancer la fonction effacer. Au choix des objets, je tape tout TOUT, entrée, re-entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez constater d'abord que tout ce qui est sur le calque 0 a été supprimé. C'est normal, c'est un calque qui n'avait aucune propriété spécifique. Le calque vert n'a pas bougé, c'est normal aussi, il était verrouillé, et le verrou empêche toute modification du calque, y compris la suppression. Et maintenant, on va voir ce qui reste sur le calque bleu et le calque rouge. Et là, vous pouvez constater que sur le calque bleu, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que la fonction activer-désactiver ne protège absolument pas les éléments qui sont désactivés. Ils subissent les mêmes opérations génériques que tous les autres objets. Tandis que pour le calque rouge, les objets n'ont pas été affectés par cette commande. Et il y a une raison. La fonction activer-désactiver correspond à la fonction masquée de la majorité des logiciels. Elle ne fait que rendre invisible à l'affichage et à l'impression. Mais l'objet est toujours présent. Cela veut dire qu'il subira toute opération générique, quelle qu'elle soit. Tandis que geler est une fonction très particulière. Geler va en fait décharger le calque et tout son contenu de la mémoire du dessin. En fait, c'est comme si ce calque n'existait plus dans le dessin. Donc AutoCAD ne peut absolument pas y accéder ou faire la moindre modification. Il y a un autre intérêt. Comme ce calque est déchargé de la mémoire du dessin, ça veut aussi dire que le dessin est plus léger. Et c'est une fonction qu'on va aussi utiliser quand on ouvre de très gros fichiers et qu'une grande partie des éléments ne nous intéressent pas. On va les geler de manière à avoir un fichier plus léger à gérer. Et pour terminer, vous avez la fonction tracer. Par défaut, tous les calques sont imprimés.
Mais si jamais vous avez besoin de ne pas imprimer un calque, vous pouvez venir dans Tracé sur la petite imprimante et vous cliquez dessus. Vous verrez une petite imprimante avec un panneau de sens interdit, ce qui veut dire que ce calque ne sera pas imprimé. Intéressons-nous maintenant aux filtres de calque. Ces filtres vont permettre de n'afficher que les calques correspondant à des critères que vous aurez définis dans la palette des propriétés de calque et dans la liste des calques. Cela vous évitera d'avoir une liste pléthorique de calques qui ne vous intéresse pas forcément. Pour cela, je vais aller dans Propriétés des calques. Et dans Propriétés des calques, je vais déplier avec les chevrons les filtres de calque. Il existe deux types de filtres de calque. Les filtres de propriété et les filtres de groupe. Les filtres de propriété, on va définir une ou plusieurs propriétés. Seuls les calques correspondants seront choisis. Les filtres de groupe, c'est un peu plus simple. Vous glissez n'importe quel calque dans un groupe. Et c'est vous qui glissez. Peu importe qu'il y ait une logique ou pas. Je vais commencer par les filtres de propriété. Je clique sur Nouveau filtre de propriété. Je veux ici ne faire apparaître que les calques de la pièce 1. Je vais l'appeler pièce 1. Et ensuite, en dessous, vous avez la liste de toutes les propriétés. Attention, si vous mettez plusieurs propriétés sur la même ligne, elles seront unies par un « et ». Cela veut dire que le calque devra posséder ces deux propriétés pour apparaître. Si jamais vous mettez des propriétés sur deux lignes différentes, ces propriétés sont liées par un « ou ». Par exemple, ici, j'aimerais donc m'intéresser juste à la pièce 1 au départ. Donc, je vais utiliser étoile pour dire il peut y avoir du texte avant ou pas. Je tape pièce espace 1 et AutoCAD va me montrer uniquement les calques qui contiennent le mot pièce 1. Si maintenant en dessous, je rajoute étoile pièce 2, vous pouvez constater qu'il affiche aussi la pièce 2. Je supprime celui-là. Si je choisis maintenant le type de trait caché, ici, cache, OK. Là, je n'ai plus que le calque cache pièce 1, c'est-à-dire un calque qui correspond à ces deux filtres-là. Je vais l'enlever de manière à retrouver tous les calques concernant la pièce 1. Une fois que c'est fait, je peux valider. Le filtre est créé. Quand je clique sur tous, il affiche tous les calques. Quand je clique sur pièce 1, il n'affiche que les calques de la pièce 1. Ce qui est pratique. Maintenant, si j'inverse le filtre, je vois tous les calques sauf les calques de la pièce 1. Cela veut dire que je vais pouvoir sélectionner ces calques et les geler ou les masquer. Ce qui fait que maintenant, dans mon dessin, je ne vois plus que les calques concernant la pièce 1. Je pourrais après, évidemment, les dégeler pour les retrouver. Cela va donc me faciliter la vie. Bien, maintenant, imaginons que par rapport à cet ensemble, alors je décoche inverser le filtre, je veuille faire un petit mélange. J'aimerais avoir un filtre qui affiche axe, cache pièce 1 et contour pièce 2. Il n'y a aucune logique, mais j'en ai besoin. Je viens cliquer ici sur Nouveau filtre de groupe. Ensuite, je vais lui donner un nom. Je reviens sur tous et je vais tout simplement ici sélectionner le ou les calques et les faire glisser dans Test. Ce qui fait que maintenant, quand je clique sur Test, je ne vois que les trois calques que j'ai fait glisser. Et là, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de critères particuliers, si ce n'est ceux que j'ai choisis moi. Et voilà comment on peut créer des filtres et utiliser des filtres.
il existe quelques fonctions qui vont vous faire gagner du temps. Ces fonctions, vous les trouvez dans la rubrique calque. Vous pouvez constater qu'il y a plein de boutons. Nous ne verrons que quelques fonctions. Premièrement, si vous voulez geler un calque, et à condition que ce calque ne soit pas le calque courant, il est très simple de se dire, ben voilà, ce calque, je le veux plus, en apparence. Hop, je clique sur un objet du calque, il est masqué. Pareil pour celui-là, etc. Donc on peut assez facilement masquer des calques en sélectionnant les objets qui sont dessus. C'est beaucoup plus rapide que d'aller dans la liste des calques et de chercher le calque concerné. Et vous avez l'opération inverse, à savoir, en dessous, vous avez libéré tous les calques, c'est-à-dire tous les calques gelés vont redevenir apparents. On peut faire pareil avec verrouiller. On peut verrouiller des calques en cliquant dessus, mais c'est un par un. Et pour les déverrouiller, c'est pareil, c'est un par un. Ensuite, j'ai un autre bouton très intéressant, c'est rendre courant. Cela permet d'éviter de se poser la question sur comment s'appelle le calque de cet objet que je veux rendre courant. Pas de problème, vous cliquez sur rendre courant, vous sélectionnez le calque de l'objet et automatiquement c'est ce calque qui est défini comme courant. Cela vous simplifie grandement la vie et vous fait gagner énormément de